L'État du Mato Grosso. Le Far West brésilien est le champion toute catégorie de l'agro-industrie. Coton, riz, canne à sucre, maïs, premier producteur de soja transgénique du pays et recordman absolu de la consommation de pesticides. Le Mato Grosso n'est jamais que le premier de la classe d'un pays champion mondial des agrotoxiques, comme les appellent ceux qui dénoncent cet empire de la chimie. Quand on voit cette rivière, au premier coup d'œil, ça donne envie d'y nager. Mais moi qui fais des analyses, j'y mettrai pas les pieds. Même si je rêve de me baigner. La contamination chimique ne se voit pas. Elle n'est pas visible. On dirait que la rivière est bien conservée et propre, mais en faisant une analyse chimique en laboratoire, on détecte les résidus. C'est l'une des caractéristiques de certains pesticides, c'est qu'ils sont extrêmement persistants dans l'environnement, et notamment dans l'eau. C'est donc un indicateur environnemental important que nous devons également surveiller. Avec 3669 pesticides autorisés, le Brésil est un véritable Eldorado pour les multinationales, principalement européennes. Et dans le lot, elles vendent sans vergogne des produits interdits sur le vieux continent. Elles font des milliards avec la vente de pesticides extrêmement dangereux et qui sont pour la plupart interdits chez nous. 20% de la population intoxiquée au Brésil sont des enfants, des jeunes de 0 à 19 ans. Il y a même des bébés. Nous sommes face à une forme d'infanticide. Attendez, là, il y a un truc qui ne va pas. On ne va pas faire une forteresse européenne en protégeant les citoyens européens pour améliorer leur santé et détruire la santé des Brésiliens, etc. Il y a quand même un problème aussi d'éthique et de déontologie. Et donc on importe des produits qui ont été fabriqués avec ces pesticides dangereux et on se retrouve avec des résidus de ces pesticides qui sont interdits en Europe mais qu'on retrouve dans nos assiettes en France, en Allemagne et dans les autres pays européens. Eh bien, il y a une très bonne raison et ça s'appelle l'argent. En octobre 2018, Jair Bolsonaro est élu président de la République fédérative du Brésil. Avec cet ancien parachutiste à la tête du pays, c'est l'assurance pour l'industrie agroalimentaire d'avoir les mains libres. À peine élu, il prête allégeance au patron de l'agrobusiness, réunis pour fêter sa victoire. E eu digo a vocês, eu sou empregado de vocês. Vocês são os nossos patrões. A vocês, nós devemos a lealdade absoluta. Por vocês, nós lutamos. Pour favoriser l'extension des surfaces cultivables, la déforestation de l'Amazonie reprend sa course folle. En 2019, plus de 900 000 hectares de forêt partent en fumée. Plus que la Corse, l'équivalent de la Bavière et de la Hesse réunis. Alors que l'Europe s'en émeut, dans les couloirs du pouvoir, à Brasilia, une autre tragédie se joue. Aujourd'hui, nous assistons à une autorisation record de nouveaux produits au Brésil. Le gouvernement de Bolsonaro a déjà autorisé plus de pesticides que ça n'a été le cas dans toute notre histoire. La quantité a déjà doublé. Dans certains cas, il y a même une menace de réautoriser des pesticides qui avaient été interdits au Brésil. C'est un immense retour en arrière que nous vivons aujourd'hui. Un royaume empoisonné, mais surtout un formidable marché pour les multinationales.
dont 3 géants européens. Le Suisse Syngenta et les Allemands BASF et Bayer, qui a absorbé Monsanto en 2018. Loin des usines qui fument, leur communication met en scène un monde où le bonheur est dans le pré, baigné d'air pur et de produits sains. Une sorte de planète idéale qui dessine le futur d'une agriculture durable. I think it's really important that agriculture not only feeds the world, but also does it in a way that takes care of our planet. À L3, ces multinationales ont réalisé en 2019 plus de 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elles aimeraient que ça ne se sache pas trop. Mais une ONG suisse, installée à Lausanne, ne l'entend pas de cette oreille. What? Way too expensive. I need lower prices. I don't care how. Public Eye enquête depuis 50 ans sur les dérives des multinationales suisses dans les pays émergents. L'association vient de publier une cartographie du business mondial de Syngenta et de ses concurrents Bayer et BASF. Le marché des pesticides, c'est un marché qui est extrêmement lucratif, des dizaines de milliards chaque année, mais qui est extrêmement secret. Et il y a très peu de données, très peu de chiffres sur les ventes de pesticides. Les entreprises étaient toujours capables de se camoufler derrière le fameux secret des affaires, parce que ces données ne sont pas publiées, elles sont confidentielles. Et c'était effectivement la première fois qu'on arrivait à réaliser une cartographie complète de ces exportations. Et les chiffres donnent le vertige. En 2018, l'Union européenne a exporté plus de 80 000 tonnes de pesticides pourtant interdits sur son sol. Et 90% de ces produits viennent d'usines installées sur le vieux continent. Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique ou encore Espagne. Un tiers des ventes réalisées en 2018 étaient des pesticides dits extrêmement dangereux, donc cancérogènes, tueurs d'abeilles, perturbateurs endocriniens. On parle au total de plus de 40 pesticides différents, substances, molécules dangereuses, interdites dans nos champs, qui ont été approuvées à l'exportation cette année-là, pour un volume total de plus de 80 000 tonnes. Ce n'est pas des petits volumes, ce n'est pas des petites quantités, c'est massif. Hypocrisie, cynisme. En tout cas, une stratégie du double standard qui s'épanouit à merveille sur le marché brésilien. Retour au Mato Grosso, à travers un paysage sans vie. Les champs de soja et de coton, à perte de vue, ont remplacé le cerrado, la forêt d'origine. Aucun animal dans ces champs animés par un unique balai, celui des pulvérisateurs de pesticides. Sur Terre, ou depuis les airs, ici les épandages par avion sont autorisés. En Europe, ils sont interdits depuis longtemps. Sapezal est sorti de terre il y a 30 ans, grâce au boom des cultures du soja, du maïs et du coton. La ville vibre au rythme incessant des camions chargés de denrées agricoles. Les plus grosses entreprises agrochimiques du Brésil y ont établi d'énormes entrepôts. C'est aussi la ville qui utilise le plus de pesticides dans tout le Mato Grosso. On la surnomme parfois la capitale de la dépression, du fait d'un taux de suicide anormalement élevé. La professeure Marcia Montanari a rendez-vous au collège du nom d'André Antonio Maggi, l'un des magnats du soja au Brésil. C'est lui qui a financé la construction de l'école. Le personnel connaît bien Marcia. Elle analyse l'eau du robinet depuis 6 ans déjà. Une eau que plus de 1000 écoliers boivent chaque jour. La législation brésilienne autorise déjà 27 pesticides dans l'eau. Mais Marcia Montanari en a débusqué d'autres.
En plus des 27 résidus de pesticides que la législation autorise pour l'eau potable, nous évaluons les pesticides les plus utilisés dans le Mato Grosso. Sur la totalité des puits artésiens que nous avons suivis dans les écoles de Sapezal, 50% d'entre eux présentaient des résidus de pesticides. Et les principaux pesticides que nous avons trouvés, c'était du métolachlore et de l'atrazine. Et jusque dans l'eau de pluie, nous en avons trouvé. De l'atrazine, un herbicide interdit en Europe depuis 2003. Du métolachlore, interdit en France la même année. Les résultats obtenus par l'étude de Marcia étaient impressionnants. À l'école, les professionnels, nous étions très secoués par les résultats. Pour autant, ce n'a pas remis en question notre attitude par rapport à l'agrobusiness. Même pour protéger l'école, l'eau de l'école? Non. Ça n'a rien changé? Non. Pas que je sache. Parce que je pense que cela n'arrivera que si on arrête d'appliquer des pesticides. Mais comme c'est une région très agricole, la population en vit. L'enjeu économique est très fort du fait de l'agrobusiness. Donc la remise en cause n'a pas eu lieu. On se rend compte qu'il y a une grande dépendance des élus locaux à l'agrobusiness. C'est un sujet très sensible pour la communauté et la municipalité. À Sapezal, nous avons cherché à rencontrer les producteurs qui font tourner l'économie de la ville et utilisent ces pesticides. Nous avons adressé des demandes aux multinationales dont les entrepôts quadrillent la cité. Toutes ont refusé nos demandes d'interview. Nous tentons notre chance auprès de Scariot, une entreprise familiale fondée en 2008. L'un des dirigeants, Claudio Scariot, est aussi maire adjoint de la ville. D'abord méfiant, il finit par accepter de nous faire visiter l'entreprise, attachée selon lui à l'écologie et respectueuse des règlements. Une grande partie de notre démarche consiste à préserver l'environnement. Dans nos rivières ici, l'eau est si claire qu'on peut voir à 10 mètres de fond. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas cultiver aux abords des rivières. Il existe ce qu'on appelle des zones de protection permanente. Nous, les producteurs, devons avoir conscience qu'aucun pesticide ne doit être jamais épandu au bord des rivières. C'est pourquoi nos eaux sont propres. Allons voir les silos. Ici, on alterne la production de maïs et de soja. Venez ici, vous pouvez filmer, c'est du maïs. Dans les silos, les derniers quintaux attendent d'être vendus. Pour cette production, Claudio Scariot utilise tous les produits chimiques proposés par l'industrie. Vous utilisez de l'atrazine pour le maïs? Quoi donc? De l'atrazine. De l'atrazine? Oui. Après le soja, avant de planter le maïs, il faut nettoyer la terre. C'est absolument nécessaire? C'est nécessaire. L'atrazine, on en utilisait beaucoup plus dans le passé. Aujourd'hui, on en utilise moins. Pourquoi? On mélange du glyphosate avec de l'atrazine. Aujourd'hui, nous utilisons la moitié de ce qu'on utilisait avant, et cela fait le même effet. Mais je pense qu'on va avoir des problèmes l'an prochain, parce qu'il n'y en aura plus, ils sont en rupture de stock. Pour remplacer le glyphosate, l'agro-industriel pense utiliser un herbicide équivalent, le paraquat. Mais ce produit est loin d'être idéal. Jusqu'à présent, nous n'avons encore pratiquement rien utilisé. À partir de l'année prochaine, si on manque de glyphosate, nous pourrons nous en servir à la place. Mais le paraquat est très volatile dans les applications. Si vous l'utilisez et que les conditions météo ou de vent ne sont pas bonnes, vous risquez de tuer la culture d'un voisin. Mais le paraquat vient d'être interdit. C'est un problème pour vous? Tout évolue.
Hier encore, je parlais de ce problème de paraquat, et là, j'ai pas trop compris ce qui va changer. S'il vient à être interdit quand nous manquons de glyphosate, qu'est-ce qu'on va utiliser? L'importation a doublé, probablement parce que le marché avait compris que cette interdiction serait inévitable. Donc le Brésil maintenant a un stock énorme et la difficulté, c'est interdire la vente de ces stocks. Sinon, on fait quoi de ces substances? Pour l'instant, on continue à les utiliser sans se poser de questions. Et au royaume du soja et des pesticides, on s'arrange, y compris avec les réglementations. Sur le bord de la route, un pulvérisateur épand des produits chimiques. Il est hors la loi, car il ne respecte pas les distances légales de sécurité. Regardez, le pulvérisateur est à moins de 50 mètres de la route. C'est très près de l'autoroute, et d'ailleurs, on n'a pas le droit de planter du soja aussi près de l'autoroute, et encore moins de pulvériser. C'est vraiment une situation très dangereuse du point de vue sanitaire. Nous poursuivons notre chemin. Soudain, un avion passe en rase-motte, épandant un produit jaune sur le champ de soja. Là aussi, il enfreint la loi sur la pulvérisation aérienne. Il n'a pas fermé les vannes. Afin de nous protéger de la pulvérisation du pesticide, nous gardons les fenêtres fermées et filmons depuis l'intérieur de la voiture. Selon la loi, un avion épandeur doit fermer ses vannes dès qu'il survole une route ou toute zone habitée. Il a traversé tout droit et n'a pas pris soin de vérifier la route et ses passants. Et on a bien vu qu'un motard est passé pratiquement tout de suite après les pulvérisations. Et c'est comme ça que la santé des personnes qui travaillent sur ces fermes et finalement des personnes qui empruntent ces routes est compromise. On se rend compte qu'il y a un manque de respect et même du mépris pour la législation brésilienne. Et ça continue parce qu'il n'y a pas de contrôle qui permette de punir ou de mettre fin à ces infractions. À Sapezal, nos questions sur les pesticides semblent avoir déplu à Claudio Scariote. Je regrette d'avoir filmé avec vous ce matin, même le peu qu'on a fait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Je vous ai donné quelques informations juste sur le fonctionnement de la société, mais pour ce qui est de l'agronomie, de la technique, je ne peux pas en parler comme ça. Nous avions une dernière question à vous poser. Vous nous avez parlé d'eau. Connaissez-vous des études qui ont été faites sur la qualité de l'eau ici? Il suffit de regarder. Ça se voit à l'œil nu. Elle est propre. Allez à la rivière Juruena, vous verrez, si vous filmez, elle est parfaitement propre. Il n'y a pas de pollution. Il n'y a rien. Donc prélever de l'eau pour l'analyser, c'est inutile parce qu'elle est propre. Et vous buvez de l'eau du robinet? Bien sûr qu'on peut boire de l'eau du robinet. Elle est potable. D'après Claudio, l'agriculture n'aurait donc aucune incidence sur la qualité de l'eau à Sapezal. Une affirmation mise en pièces par les analyses de Marcia Montanari. À Sapezal, la chercheuse a détecté 40 pesticides différents. Ils sont présents dans 56% des prélèvements d'eau de pluie et 83% des échantillons d'eau du robinet. Cette contamination de l'eau ne concerne pas que les campagnes. São Paulo aussi est atteinte. La mégapole compte 27 millions d'habitants, plus d'un dixième de la population brésilienne. Ana Aranha est une journaliste d'investigation spécialisée dans les questions liées à l'agrobusiness. Laurent Gabriel de Public Eye lui a proposé de mener une enquête sur l'eau des villes au Brésil.
Cela a commencé par un appel téléphonique. Laurent m'a expliqué qu'il faisait une enquête sur les pesticides. Et il m'a demandé « Vous buvez de l'eau du robinet ?» Et j'étais un peu étonnée par cette question parce que pourquoi ne devrais-je pas boire d'eau? Il m'a répondu qu'il pensait qu'il y avait des pesticides dedans. J'étais enceinte et cela m'a effrayée. J'ai alors arrêté de boire de l'eau filtrée et j'ai acheté de l'eau en bouteille. Et je lui ai tout de suite dit « Ok, on s'associe. Je commence les recherches pour évaluer l'ampleur du problème. » À partir de données publiques, Ana Aranha a établi une carte de la contamination de l'eau des plus grandes villes du Brésil, à commencer par l'État de São Paulo et sa capitale. Alors, à São Paulo, ma ville, la première chose qui a attiré mon attention a été la question de l'atrazine. En fait, il y en a dans l'eau de la ville. Et les données entre 2014 et 2017 montrent que la totalité des 27 pesticides testés étaient présentes dans l'eau de São Paulo. Tous ont été détectés. Et parmi ces 27 pesticides, 19 sont interdits en Europe. Ainsi, l'eau que boivent les Brésiliens ne serait pas considérée comme potable sur le vieux continent. En 2018, Ana Aranha publie son enquête. D'après elle, dans la moitié des villes du Brésil, l'eau que boivent les citadins est contaminée. Des conclusions reprises par tous les médias nationaux, mais les répercussions ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. D'un point de vue personnel, cela m'a alarmée. Mais une fois de plus, ça m'a donné ce sentiment que j'ai en tant que journaliste au Brésil depuis que j'ai commencé à travailler et qui est très déroutant. On révèle aux gens une réalité très grave, mais elles peinent à s'inviter dans le débat public. Cette enquête a pourtant eu beaucoup de répercussions. Nous avons eu plus d'1 demi-million de visites sur notre site Internet. Plusieurs médias l'ont reprise, plus de 400 en tout. Ils nous ont contactés et ils ont fait des articles régionaux sur ce qu'était la réalité de leur ville. C'était excellent, sauf qu'après ça, la discussion est morte. Ça s'est arrêté là. Les substances les plus fréquemment utilisées sont le paraquat et l'atrazine, deux substances actives produites essentiellement par Syngenta et dont le Mato Grosso est un énorme consommateur. Ces deux molécules, créées dans les années 60 en Suisse, avaient conquis la planète à la fin du XXe siècle, malgré leur réputation sulfureuse. Toujours autorisée au Brésil, l'atrazine est interdite dans l'Union européenne depuis 2003. L'atrazine, c'est de nouveau un bel exemple de cette hypocrisie européenne parce qu'au début des années 2000, il a été interdit en Europe parce qu'on a constaté qu'il polluait les nappes phréatiques et du coup l'eau potable. Encore maintenant, presque 15-20 ans après, c'est l'un des pesticides les plus détectés dans l'eau potable en Europe. C'est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire que c'est un pesticide qui, même à des très faibles doses, peut perturber votre système hormonal et affecter le système reproducteur. Tous ces pesticides interdits concernés par notre enquête, ce sont toutes des substances qui ont été utilisées en Europe, mais retirées du marché, car les autorités européennes ont conclu que les dangers et les risques posés par ces substances étaient trop élevés. Toxique pour la santé et pour l'environnement, l'atrazine évoque le souvenir d'une catastrophe survenue à Bâle en 1986. Un incendie se déclare dans un entrepôt de la firme Sandoz où sont stockés des produits agrochimiques. Pendant plus de 2 heures, les flammes jaillissaient dans le ciel bâlois à plus de 50 mètres de hauteur. Pour éviter une explosion encore plus monstrueuse, des milliers de litres de pesticides sont déversés en catastrophe dans le Rhin, dont 400 kg d'atrazine. Le fleuve est considéré comme pollué de façon irréversible. Ce Tchernobyl suscite la désolation et une immense colère. Pourquoi vous continuez à vous défendre? Pourquoi ne pas vous excuser?
une bonne fois pour toutes. Sous la pression citoyenne, Sandoz, qui deviendra Novartis puis Syngenta, doit délocaliser sa production aux États-Unis. Ce qui ne l'empêchera pas de vendre de l'atrazine en Europe pendant 16 ans encore. Comme pour l'atrazine, l'utilisation du paraquat est elle aussi interdite dans l'Union européenne, mais pas sa production. Fabriqué en Angleterre, il représente en 2018 un tiers des volumes de pesticides interdits en Europe mais exportés vers le reste du monde. Le paraquat, c'est un herbicide extrêmement toxique qui a été développé dans les années 60. Pour vous dire, c'est-à-dire que ça fait bientôt 60 ans que ce pesticide est sur le marché. C'est un herbicide qui est si toxique que si vous avalez une seule cuillère à café, c'est la mort garantie. C'est un herbicide qui est responsable de milliers d'empoisonnements chaque année dans les pays en développement, des agriculteurs qui appliquent cet herbicide sans aucune protection et qui inhalent le produit ou sont exposés à travers la peau. Et pourtant, le paraquat est toujours autorisé dans certains pays. Pour comprendre cette aberration, il faut chercher du côté des procédures d'évaluation et de mise sur le marché de ces produits. Partout dans le monde, elles sont confiées à des agences publiques, comme l'EFSA, l'agence européenne en charge de la sécurité alimentaire. En Europe, on a encore des agences de régulation qui sont relativement bien dotées en experts et en ressources pour au moins relire ces dossiers. Et on peut s'imaginer ce que ça donne dans des pays qui n'ont pas les moyens de procéder à leur propre évaluation des risques. Et en général, dans les pays en développement, on a en moyenne à peu près 3 personnes, entre 0 et 3 personnes, parce que dans certains pays, il n'y en a pas. Entre 0 et 3 personnes qui s'occupent d'évaluer les risques posés par les pesticides et d'approuver ou non l'utilisation de certaines substances dans leur pays. Dans l'Union européenne ou aux États-Unis, on parle d'entre 100 et 300 personnes qui font ce travail. Et même quand on a 100 ou 300 personnes, on a des sérieuses questions qui se posent parce que les données sont fournies par l'industrie. Les fabricants de pesticides sont en quelque sorte juges et parties. Ce sont eux en effet qui réalisent et fournissent aux agences d'évaluation les études sur la dangerosité éventuelle de leurs pesticides. Rien d'inquiétant à cela pour Géraldine Cutaas, dirigeante du syndicat européen des industriels de l'agrochimie. Bien sûr, les données sont fournies par les industries parce que c'est une demande de la régulation. Nous devons présenter ces études scientifiques aux agences d'évaluation et on parle de milliers de pages par dossier. Donc, bien sûr, nous fournissons ces données. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait un déficit de capacité d'analyse de la part des autorités d'évaluation. C'est vraiment l'un de leurs arguments pour défendre leur métier, c'est-à-dire qu'ils disent mais les pesticides, c'est l'un des secteurs les plus régulés au monde, il n'y a aucun problème. Circuler, rien à voir. Et c'est là qu'il y a un gros mensonge là derrière, c'est qu'en fait tout ce système d'évaluation des risques des pesticides, il est basé sur des études qui sont réalisées par l'industrie elle-même sur ses propres produits et qui sont confidentielles. C'est-à-dire que vous, moi, un universitaire, un chercheur ne peut pas aller vérifier si ce qui est présenté au régulateur tient debout. Et à chaque fois que ces études ont pu être rendues publiques, d'une manière ou d'une autre, suite à une décision de la justice ou suite à des enquêtes en cours de la part des régulateurs ou des tribunaux américains notamment, à chaque fois, on a constaté des irrégularités et des fraudes. C'est ce qu'a révélé un lanceur d'alerte, toxicologue qui a longtemps travaillé pour un laboratoire racheté par Syngenta. Il a montré comment les agences publiques ont été bernées pendant plus de 60 ans. John Eilings a prouvé que la société ICI, devenue Zeneca puis Syngenta, avait falsifié des données sur son herbicide vedette, le paraquat. Eilings est recruté en 1986. Sa mission, rendre le paraquat moins dangereux, en évitant les morts par ingestion.
Le paraquat est probablement le pesticide le plus mortel qui ait jamais été fabriqué. Le paraquat est absorbé très rapidement par l'intestin. En moins d'1 heure, il passe complètement dans votre sang. Donc on s'est dit, si on peut faire en sorte que le paraquat ne reste pas dans l'estomac, ce serait une bonne solution. Je savais qu'il y avait un agent vomitif dans la formulation. Alors j'ai pensé, eh bien, il y a déjà un vomitif là-dedans, alors pourquoi ne permet-il pas à l'estomac de rejeter le produit lorsqu'il est ingéré? Est-ce quelque chose qui ne va pas avec la dose du vomitif, sa concentration? John Eilings remonte alors aux premières études en 1977. Elles indiquent que même à haute dose, le vomitif n'agit qu'au bout de 2 heures. Trop tard, car il suffit d'1 heure pour mourir d'une ingestion de paraquat. Mais dans le rapport officiel, Syngenta semble avoir falsifié les données. Certaines des données sur les vomissements de l'essai clinique sur des patients avaient été remplacées. Et surtout, il passait totalement sous silence le fait que le niveau de dose recommandé ne fonctionnait pas chez l'homme. J'étais donc assez étonné. Mais quand John Eilings alerte sa hiérarchie, ils m'ont dit que ce serait très très dommageable pour la réputation non seulement du laboratoire central de toxicologie, mais aussi de l'entreprise dans son ensemble. Et comme j'avais découvert une nouvelle formulation avec une dose de vomitif plus élevée, on allait peut-être pouvoir résoudre le problème. 9 ans plus tard, c'est la désillusion. John Eilings a beau avoir trouvé une formule plus efficace, l'entreprise n'en tient pas compte. En 1995, comme le veut la loi, le paraquat doit être soumis à une nouvelle évaluation par l'Union européenne et le toxicologue vérifie alors le dossier rempli par le fabricant. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, attends une minute, ce sont toujours les données fabriquées et elles sont incorrectes. Le document s'appuyait sur le même rapport écrit en 1977 et qui était faux. J'ai donc donné une réponse détaillée, probablement de 2 ou 3 pages, à la division agrochimique en disant « Vous ne pouvez pas utiliser ça. Vous ne savez pas qu'il y a un problème ?» Rien. Je n'ai reçu aucune réponse, presque comme si rien ne s'était passé. En Europe, en 1995, ils ont utilisé ces fausses données pour le réenregistrement du paraquat et cela a permis de le maintenir sur le marché pendant 10 ans, avec des centaines de personnes empoisonnées à travers l'Europe avant de l'interdire. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi n'ont-ils pas augmenté la dose de vomitif? Eh bien, il y a une très bonne raison, et ça s'appelle l'argent. Ce que cela aurait coûté était si prohibitif qu'ils ont dit que ça pouvait détruire les bénéfices du paraquat pour le groupe. Il faudra attendre 2007 pour que l'Union européenne interdise le paraquat. Le Brésil vient seulement de l'interdire, mais il est toujours vendu aux États-Unis, en Inde ou en Afrique du Sud. Un professeur de toxicologie clinique à l'Université d'Édimbourg estime qu'il a fait près de 10 000 morts. L'agence européenne chargée d'évaluer les pesticides, le FSA, a refusé toute interview. Quant à Syngenta, nous avons dû nous satisfaire de films institutionnels glanés sur Internet. We realize that we, Syngenta, have to listen to farmers, NGOs, and to government regulators in an open conversation about what really is sustainable agriculture to make the right things happen. We're going to take that listening and turn it into commitments and continue to help make the world a better place for our children, our grandchildren, and countless generations to come. C'est donc entendu, les multinationales travaillent pour le bien de l'humanité et donc aussi pour la santé des Brésiliens. Journalistes et chercheurs ont beau démontrer le contraire, il leur est difficile de se faire entendre. Face à eux, il y a la puissance de persuasion et les moyens d'un énorme lobby qui sait faire vibrer les cordes sensibles. L'agrobusiness s'offre ainsi les services du plus célèbre des Brésiliens, Pelé.
Eu passei a maior parte da vida dentro do campo. Hoje, a minha maior alegria é ver o meu país campeão em outro campo. O campo da agricultura. O time Agro Brasil faz bonito lá fora e aqui dentro também. Comida boa, saudável e barata. Time Agro Brasil, o campeão na produção e na preservação. C'est un discours très très fort et présent dans tous les médias qui dit que l'agrobusiness est bon pour le Brésil et en réalité c'est le contraire. Ce modèle d'agriculture n'a apporté aucun développement social au Brésil. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons perdu plus d'1 million de travailleurs ruraux dans les 10 dernières années. Nous avons perdu le peu de gains de sécurité alimentaire que nous avions acquis. Cela sert à une classe qui contrôle la propriété privée. 1% des propriétaires de cette terre contrôlent 50% des terres agricoles. Donc cette agriculture industrialisée sert aux intérêts des transnationaux, du secteur chimique et de cette petite classe qui contrôle la propriété privée au Brésil. Larissa Bombardi a réalisé un atlas de l'agriculture et des pesticides au Brésil à partir de données publiques, qui établissent sans équivoque les intérêts croisés des chimistes européens et des grands propriétaires agricoles brésiliens. Les premiers leur vendent pour un demi-milliard de produits toxiques par an. Les seconds exportent pour 2,5 milliards de soja ou de jus de fruits vers l'Union européenne. Pour Larissa Bombardi, le but de ces échanges n'est plus de nourrir l'humanité, mais de vendre le plus de pesticides possible. Il y a une inversion. Parler d'agriculture aujourd'hui, ce n'est plus parler de production d'aliments, c'est devenu autre chose. C'est une production de titres de matières premières. Ce sont des choses étrangères à la nourriture elle-même. Ce n'est pas l'agriculture qui dépend de l'industrie chimique, c'est l'industrie chimique qui dépend de l'agriculture pour être rentable, faire de l'argent. Jair Bolsonaro a encouragé ce phénomène. À peine élu en 2019, le nouveau président se rend au Parlement et nomme au poste de ministre de l'Agriculture une championne de l'agrobusiness, l'ancienne chef de file des députés qui en sont issus, Teresa Cristina. Primeiro, os parabenizo por ter indicado a senhora Teresa Cristina para ser a nossa ministra. Uma pessoa excepcional que tem demonstrado garra e competência para buscar soluções para o poder. À la Chambre des députés du Brésil, Alexandre Padilha, un ancien médecin, est désormais membre de l'opposition. Il était ministre de la Santé sous la présidence de Dilma Rousseff. Alors, juste pour comprendre qui est Teresa Cristina, elle a voulu changer le nom par voie législative afin qu'on ne dise plus agrotoxiques, mais produits défensifs. En fait, les pesticides, on peut les appeler des défensifs. On dit pesticides aussi, c'est le nom utilisé dans le monde entier, mais ce sont des remèdes. Oui, les mots sont très importants. Ils ont beaucoup de force. Le mot agrotoxique est un mot utilisé au Brésil. Il a été créé ici. Il a beaucoup de force car il montre que la substance est toxique. Mais quand vous dites pesticide ou défensif, vous anéantissez l'impact de ce mot. En avril 2019, Teresa Cristina se présente devant les députés. L'occasion pour Alexandre Padilha d'interpeller la nouvelle ministre de l'Agriculture. Madame la ministre, pourquoi est-ce que je m'inquiète? Dans 4 villes de l'État du Mato Grosso, dans l'eau que les enfants boivent à l'école, on a trouvé une quantité absolument injustifiable de pesticides, dont l'atrazine, qui est clairement cancérigène. Madame la ministre, ou le ministère de l'Agriculture conteste-t-il ces études?
Oui, je les conteste. Le ministère de l'Agriculture conteste ces études réalisées dans le Mato Grosso, car les niveaux détectés sont en dessous pour ce qui concerne les pesticides agricoles. La ministre, sans vergogne, préfère incriminer les petits agriculteurs. C'est le grand problème de l'intoxication des paysans, et en particulier des petits paysans qui n'ont pas reçu de formation afin d'utiliser ces produits, en les appliquant avec des vêtements appropriés, avec un équipement adéquat, en lavant bien leur équipement et en évitant de fumer. Parfois, ces gens fument pendant l'application des produits. Et avec la cigarette, ils finissent par ingérer le produit chimique qu'ils sont en train d'épandre. Sa défense des pesticides lui vaut un surnom, la muse du poison. Pendant des mois, nous avons sollicité son interview, en vain. Si Teresa Cristina autorise à tour de bras les pesticides, c'est parce qu'elle a le soutien de 200 députés issus du monde agricole. Ce sont eux qui ont suggéré à Bolsonaro de nommer leur ancienne patronne. Nous allons tenter de les rencontrer à l'IPA, l'Institut Pansar Agro, un think tank financé par les fabricants de pesticides. Tous les mardis, députés du Front parlementaire agricole et lobbyistes s'y retrouvent pour discuter des futures lois et donner des interviews aux journalistes. Pendant 2 mois, nous avons demandé à rencontrer leur chef de file. Jusqu'au dernier moment, les chargés de communication nous font lanterner, alors que les députés défilent devant les caméras des journalistes accrédités par l'IPA. Pourquoi les autres font des interviews avec tous les députés et pas nous ? Ah, mais eux, ce sont des partenaires du Front parlementaire agricole, vous comprenez ? La raison pour laquelle ils font une interview, c'est qu'il y a un partenariat. Le groupe parlementaire ruraliste, sans aucun doute, est le plus grand parti de droite du pouvoir économique au Brésil aujourd'hui. Ce sont des familles qui, pendant des générations, décennie après décennie, ont dominé le pouvoir politique dans les campagnes et qui cherchent à influencer l'agenda du pays au Congrès. Depuis l'approbation des pesticides jusqu'au retrait des règles environnementales. Et ils dialoguent avec d'autres groupes pour gagner en popularité. Ils sont étroitement liés aux programmes conservateurs anti-avortement, aux misogynes, aux homophobes. Ils sont aussi très associés au programme de libération des armes à feu. On les surnomme le banc des 3 B, pour bœuf, balle et Bible. Après 2 heures d'attente, nos espoirs sont définitivement douchés. Et donc on doit encore attendre un peu pour l'interview ? L'information qu'on m'a donnée, c'est qu'il ne vous parlera pas. Officiellement, il n'y a pas d'interview. Pas d'explication à ce refus, mais il faut dire qu'à l'IPA, comme au plus haut niveau de l'État, les grands propriétaires n'éprouvent pas le besoin de se justifier, y compris à la Cour suprême. Un de ces juges, Gilmar Mendes, est pourtant au centre d'un scandale environnemental. Mendes n'est pas que magistrat, c'est aussi un grand propriétaire, entre autres d'une exploitation de 611 hectares. Rancho Alegre, dans le Mato Grosso. Il cultive du soja, mais au mépris de la législation. Il épand des pesticides à proximité des sources du fleuve Paraguay, qui sont en train de s'assécher. Cette zone est pourtant officiellement protégée. À Diamantino, au ministère régional de la Justice, un jeune procureur a cherché à faire respecter la loi. Mal lui en a pris. J'ai appris que l'inspecteur de l'institution, qui était chargé de vérifier ma conduite en tant que procureur de justice, que le juge l'avait appelé depuis son bureau à Brasilia.
et qu'il m'avait insulté, me traitant de fou dans une cage. Il lui a dit qu'il fallait prendre des mesures. Le jeune procureur organise une audience publique pour enjoindre les cultivateurs à réduire les pesticides dans cette zone protégée. Seul le juge Mendes refuse de respecter la loi. Ce crime de lèse-majesté vaut au procureur Zapia une enquête disciplinaire. D'après ce que l'enquête a établi, j'aurais abusé de mes pouvoirs. J'aurais une animosité contre le juge. Et à cause de cela, je l'aurais persécuté. J'ai pris 19 mesures. Aucun des autres propriétaires n'a signalé une quelconque irrégularité pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. Seul le juge l'a fait. Je considère donc cette peine comme une injustice, parce qu'elle me punit précisément pour avoir exercé mon devoir, pour avoir fait ce pour quoi je suis payé. Il ne fait pas bon chercher des noises aux puissants. Après une suspension de salaire de 45 jours, Daniel Zapia préfère demander sa mutation dans une autre juridiction. Le juge Mendes, lui, continue d'utiliser des agrotoxiques à proximité des sources du fleuve Paraguay, et en tant que juge à la Cour suprême, sa voix pèse dans la législation relative aux pesticides. Il n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Après des mois d'enquête, à essuyer des refus, nous avons décroché un rendez-vous avec l'un des plus grands propriétaires terriens du Brésil, dans le nord-est du pays, à la frontière des États du Ceará et du Rio Grande do Norte. Des champs de melons à perte de vue, 30 000 hectares, l'équivalent d'un terrain de 17 km sur 17. Agricola Famosa est le plus grand producteur de melons et de pastèques du Brésil et l'un des principaux exportateurs au monde. 9 000 ouvriers y travaillent. Un petit empire dirigé par Luis Roberto. Venez, je vous emmène au bureau. Luis Roberto joue la transparence et organise une visite complète de l'exploitation. Première étape, l'usine, où chaque jour en saison, 1 million de melons arrivent directement des champs pour être préparés et emballés. Les melons arrivent ici et passent dans ce bain. C'est du chlore ? Oui, oui. Pourquoi faire ? Pour tuer les bactéries, c'est un bactéricide. 65% de la production part à l'exportation. La majorité des clients sont européens. Maintenant, ces cagettes sont prêtes et selon la variété et la marque, elles partent chez différents clients dans différents pays. Donc si c'est l'Allemagne, cela va chez Lidl ou chez Aldi. En Grande-Bretagne, c'est Tesco ou Marks & Spencer. En France, ça part chez Carrefour et ainsi de suite. Nous livrons aussi aux champs. Bref, nous fournissons directement tous les supermarchés européens. C'est notamment parce que ses clients sont européens qu'il a accepté de nous recevoir. Les ouvriers appliquent sur les queues de melon de l'imazalil, une substance qui fait débat. Interdite en France, elle est tolérée pour les produits importés. Le personnel porte masques et gants. Ils appliquent un produit appelé imazalil. Il est autorisé en Europe jusqu'à 0,2 mg par kilo. Il est utilisé sur la partie la plus exposée du fruit. Comme le melon est coupé à ce niveau, c'est là qu'il est le plus vulnérable à l'attaque des champignons. Alex Carlos est le responsable qualité d'Agricola Famosa. Il nous montre les tests réalisés par un laboratoire privé européen sur des échantillons de fruits avant leur départ vers l'Union européenne.
Voici un exemple de nos contrôles, pour s'assurer que tous les produits que nous livrons, que nous vendons, sont exempts de toute contamination et de tout écart par rapport à la réglementation, tant au Brésil qu'en Europe. Dans les analyses, nous signalons à Luis Roberto la présence d'imidaclopride, un pesticide interdit dans l'Union européenne. Regardez, c'est la molécule d'imidaclopride. Alex, la molécule Alex, la molécule d'imidaclopride. Interdit depuis 2020 en Europe. C'est interdit en Europe? C'est ça. Ça, c'est le texte européen. C'est pas approuvé. Non approuvé. Là-bas, en Europe. Et pourquoi n'est-il pas approuvé? Vous pouvez nous montrer? Quelle est la raison? Dites-nous, Alex. Si vous recherchez dans les lois ici, vous devriez trouver pourquoi. Mais ça doit être pour des questions environnementales. Si ça avait à voir avec la santé des humains, on ne nous permettrait pas d'acheter ce produit. Alex Carlos finit par trouver le texte européen qui justifie l'interdiction de l'imidaclopride. Risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères. Oui, voilà les études qu'ils ont prises comme base pour prendre cette... Au Brésil, en revanche, ce produit est autorisé. Alex Carlos nous montre maintenant le texte de loi brésilien. Produit Provado, imidaclopride, groupe chimique des néonicotinoïdes, classe insecticide de la société Bayer et classe toxicologique et environnementale 4. Dans cette logique, l'imidaclopride serait toxique pour les abeilles européennes, mais inoffensif pour leurs cousines brésiliennes. Donc pas de problème pour Luis Roberto. Il peut exporter ses melons en toute légalité. L'Europe utilise un principe de plus en plus répandu, le principe de précaution. Alors, qu'est-ce que c'est ce principe? Eh bien, par précaution, il faudrait tout arrêter. Nous allons interdire les vols aériens car les avions risquent de s'écraser. Donc, quand il y a une étude qui dit que les néonicotinoïdes pourraient être nocifs pour les abeilles, un producteur européen ne peut plus les utiliser. Mais si un Brésilien veut utiliser ce produit et nuire à ses abeilles, eh bien, c'est son problème. Mais nous allons découvrir d'autres pesticides encore plus nocifs. Où sont les pesticides ici? Vous pouvez m'ouvrir? C'est vous le responsable ici? Ils veulent filmer des stocks pour expliquer comment tout ça fonctionne. Les produits sont classés en fonction de leur dangerosité. Alors quand c'est bleu comme ça signifie que c'est peu toxique. Ici, ce n'est pas toxique, c'est juste du vert. Les produits estampillés vert et bleu ne sont pas toxiques. Parmi ces produits, le Chronos, à base de mancozeb, interdit en Union européenne depuis 2021. Le Bravonil, fabriqué par Syngenta, un fongicide qui contient du chlorothalonil, interdit en mai 2020 en Europe. Le Pirate, produit par BASF, à base de chlorphénapyr, un insecticide interdit, lui, dès 2009. Si le produit était mauvais pour la santé, vous l'utiliseriez quand même? Je ne sais pas s'il existe une étude scientifique qui prouve que c'est mauvais pour la santé. Et si c'était le cas, on ne l'utiliserait pas. Même si c'est autorisé au Brésil? Cette question n'a pas beaucoup de sens parce que ce n'est pas moi qui fais les études pour déterminer si c'est toxique ou non. Vous comprenez? C'est pas moi qui le fais. Ce sont les agences gouvernementales et nous pensons qu'elles sont sérieuses. Luis Roberto reconnaît que la situation est ambiguë, mais il s'en remet à la loi et les textes en vigueur lui donnent le feu vert pour exporter sa production. Au risque de contribuer à un fâcheux effet boomerang. D'après les recherches de Larissa Bombardi à partir des documents fournis par la Commission européenne, 62% des produits arrivant en Europe présentent en effet des résidus de pesticides. Et environ 8% de ceux-ci excèdent même les niveaux autorisés dans l'Union européenne.
Ce qui est en train de se passer, en fait, c'est ce que j'appelle un cercle d'empoisonnement. Les agrotoxiques sont interdits dans l'Union européenne, mais sont vendus à des pays comme le Brésil. Ils sont utilisés ici, puis potentiellement repartent dans le café, dans le jus d'orange et dans les fruits tropicaux. Ils retournent en Europe. C'est clairement un élément légitime d'inquiétude pour la société civile européenne. En Allemagne, l'association Greenpeace a mené l'enquête sur des cargaisons de fruits importés depuis le Brésil. Melons, papayes, figues et citrons verts. En tout, 70 fruits ont été testés en laboratoire et 35 pesticides y ont été détectés. Ce qui nous a surpris, c'est que nous avons pu détecter des résidus de pesticides presque partout, dans presque tous les échantillons. Et 11 de ces 35 substances actives ne sont pas autorisées en Europe. Ça, nous, on trouve que c'est alarmant. Nous avons par exemple trouvé du chlorothalonil, qui est un fongicide qui est commercialisé au Brésil par les deux industriels Bayer et BASF. C'est considéré comme très dangereux. Ça se retrouve dans les nappes phréatiques. C'est considéré comme cancérigène et il a un effet négatif sur les animaux. Et c'est pour ça que cette substance n'est plus autorisée dans l'Union européenne. Étonnante contorsion européenne. Des pesticides interdits dans l'Union peuvent y être importés à condition de ne pas dépasser des limites de résidus. Pour les fabricants de produits phytosanitaires, ces limites de résidus sont un garde-fou efficace. Je comprends bien les inquiétudes des consommateurs européens par rapport à cette question. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a une législation en Europe, comme dans tous les pays du monde, avec des niveaux maximum de résidus qui sont autorisés dans les produits qui sont importés. Et c'est justement ce qui garantit que les résidus de produits phytosanitaires contenus dans les importations aient une limite et ne soient pas toxiques pour les consommateurs et la santé du consommateur. Donc il n'y a aucun risque pour le consommateur européen à consommer des produits qui soient importés de n'importe quel pays du monde parce que la législation garantit que les résidus de ces produits ne sont pas toxiques pour les consommateurs. Le son de cloche est tout autre auprès de certains députés européens pour qui la seule notion de limite de résidus provoque la consternation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont inventé maintenant les limites de résidus. Et ces limites de résidus sont autorisées, vous voyez, alors c'est 0,02 microgrammes par kilo, mais pourquoi il y a un seuil comme ça? Puisque normalement c'est interdit, ça devrait être 0. Alors, d'un côté, l'Europe, elle est fière de dire on a la législation la meilleure au monde, tous les produits très toxiques, on les interdit en Europe. Mais le fait d'exporter ces produits dans les produits tiers qui reviennent sous forme d'aliments, ils sont en train de contaminer aussi les citoyens européens. Donc ça fait un cercle de poison. D'autant que dans son étude sur les fruits importés, Greenpeace a relevé sur certains échantillons des dépassements de ces limites de résidus. Dépassement du taux maximal, ça signifie donc, d'un point de vue juridique, qu'on n'a pas le droit de vendre le produit. Ça ne signifie pas que le produit est dangereux, mais qu'il ne doit pas être mis en circulation ou sur le marché. C'est donc pour cela que nous avons écrit aux commerçants concernés. Et nous avons également envoyé un courrier aux autorités chargées du contrôle des aliments et nous leur avons dit « Nous avons trouvé ça et ça. S'il vous plaît, faites en sorte que cela ne se reproduise pas. » Sur les 10 distributeurs dont les denrées ont été analysées, seuls 2 se sont manifestés auprès de Greenpeace. Quant aux autorités de régulation, elles n'ont même pas pris la peine de répondre. Elles n'ont pas forcément envie de reconnaître que les frontières sont de vraies passoires pour les pesticides. Les produits en transit sont rarement contrôlés, que ce soit au Brésil lorsque les bateaux quittent le port ou dans l'Union européenne quand ils arrivent à quai. Les douanes françaises n'ont jamais donné suite à notre demande de tournage. Le contrôle, il est extrêmement faible. Le seul point de contrôle, c'est au niveau de la législation sur les résidus de pesticides
dans les aliments. Et déjà ça, c'est extrêmement faible parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés, mais qu'on ne va pas forcément détecter en tant que résidus. Et puis ensuite, il n'y a qu'une partie des denrées importées qui sont contrôlées, toute une série des importations qui échappent à tout contrôle, et puis on s'en remet à l'autocontrôle de la part des importateurs. Pour les ONG à la pointe de ce combat, la législation néglige surtout un point essentiel, ce qu'elles ont appelé l'effet cocktail, produit par la combinaison de plusieurs pesticides dans un même fruit ou légume. C'est inquiétant ce mix de pesticides. Parce que les évaluations, elles sont toujours faites sur un pesticide isolé. Mais quand on en trouve, comme nous, 5 pesticides différents dans un seul échantillon, alors ça veut dire quoi? Et là, la grande question, c'est leur effet. Ils s'additionnent, ils se multiplient, ils s'annulent. Quand vous avez toutes ces substances chimiques-là, dont une partie sont en plus des perturbateurs endocriniens, ça fait un effet cocktail qui est très difficile à mesurer, voire impossible à mesurer, parce que le nombre de combinaisons est infini, et qui va avoir une incidence sur la santé. Alors, quand on identifie un risque, qu'est-ce qu'on doit faire en face? Eh bien, on doit le minimiser, le réduire. Donc, commencer par enlever, interdire les substances potentiellement dangereuses pour la santé. Malgré ces alertes, l'Europe continue d'autoriser l'exportation des pesticides jugés toxiques sur son sol vers l'Afrique, les Amériques ou l'Asie. Une situation qui permet aux industriels de noyer leurs responsabilités. Les 3/4 de ces produits sont exportés vers des marchés qui ont des réglementations très strictes. Les États-Unis, le Japon, l'Australie, même le Brésil. Ce sont des systèmes réglementaires différents de l'Union européenne, mais il n'en reste pas moins très stricts. Il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Ils ont simplement des approches qui sont différentes. Ces réglementations suffisantes selon l'industrie chimique présentent pourtant de sérieuses lacunes. Retour dans le Ceará, dans le nord-est du Brésil. L'industrie fruitière s'est installée dans la région de Limoeiro do Norte au début des années 2000. Les champs de bananes ont très vite cerné les villages, comme celui de Tomé et ses 2500 habitants. Mais le développement économique à marche forcée coûte cher à la population qui subit impuissante les pulvérisations aériennes de pesticides. En 2008, un habitant du village, Zé Maria, décide de se battre contre ces épandages criminels. Il devient très vite une icône médiatique. C'est un combat très dur dans lequel nous sommes doublement victimes. L'agro-industrie, ici, dans la région, ne veut rien savoir. Elle veut juste tirer des bénéfices et partir avec. Les avions n'avaient pas le droit de pulvériser à moins de 200 mètres du village, mais ils passaient juste au-dessus. Et les gens trouvaient ça beau quand l'avion passait, laissant cette traînée blanche derrière lui. Les gens sortaient de chez eux pour voir ça. Moi-même, j'avais 150 poulets dans mon jardin. Et en une journée, 80 poulets sont morts. Quand l'avion a fini de passer, les poulets ont commencé à marcher de travers et puis ils sont morts. Alors Zé Maria a dit, dans 10 ans, je ne serai peut-être plus en vie. Mais vous verrez, des gens tombés malades du cancer, des enfants naîtront avec une malformation. Vous verrez le nombre de maladies terribles qui arriveront. Car nous sommes impuissants face aux agrotoxiques. Zé Maria ne s'est malheureusement pas trompé. Son combat lui a coûté la vie. Il a été abattu au bord d'une route. Le tueur a été arrêté, mais le commanditaire présumé du meurtre, un grand propriétaire terrien, a été acquitté. Et conformément aux craintes de Zé Maria, de graves maladies sont apparues. Près de 40% de cancers en plus. C'est le terrifiant constat d'une étude scientifique menée dans la région.
Ada Pontes est chercheuse à l'université du Ceará. Elle a, à sa manière, repris le flambeau de la lutte de Zé Maria. Après le meurtre du leader communautaire Zé Maria do Tomé en 2010, les gens avaient très peur de se confier à moi. Il a fallu beaucoup de patience et un dialogue intense avec les habitants de la communauté. Lucia est la maman d'une petite fille souffrant de puberté précoce. La voici lors de son dernier rendez-vous avec le pédiatre. Oh, comme elle est grande! C'était le mois dernier. Quels beaux cheveux! Elle est presque aussi grande que le médecin. Comme elle est belle! Elle est magnifique. Oui, elle a grandi. Elle me manque. Dis-lui qu'elle me manque beaucoup. Sa fille n'est encore qu'un bébé de 18 mois lorsqu'apparaissent les premiers signes de puberté. Lorsque ma fille avait 1 an et demi, j'ai commencé à remarquer des anomalies chez elle. Je la trouvais différente des enfants de cet âge. Sa poitrine était comme dure. Nous avons fait plusieurs tests et on a découvert qu'elle avait en effet les seins formés et une activité hormonale précoce. À 8 ans, elle a déjà tous les poils pubiens. Elle est déjà bien développée. Il n'y avait aucun moyen de la guérir. À Tomé, d'autres mères signalent à Ada Pontes des anomalies plus graves encore. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Comment il s'appelle ce petit garçon? Il s'appelle Juan. Comme il est beau, comme il est grand. Il a 5 mois. La maman de Juan avait déjà donné la vie. Une petite fille nommée Sofia, née avec une grave malformation. Toutes les mamans peuvent voir leur bébé après la naissance. Mais moi, j'ai pas pu la voir. Le docteur était très bien, mais ça a été cruel. J'ai tout de suite lu la vérité sur son visage. Il m'a dit, Sofia est née, mais elle ne vivra pas plus de 3 jours, parce qu'elle est née avec 2 trous dans le cœur, et elle n'a pas pu résister. Elle est morte. J'ai eu si peur que je n'ai plus jamais voulu être mère. Mais Dieu est si merveilleux qu'il m'a donné un enfant qui est en bonne santé et parfait. Il est toute ma vie. N'est-ce pas, mon amour? La fille de Jenny avait une malformation cardiaque congénitale. Il y a plusieurs facteurs qui ont sans doute déterminé cette maladie. Des facteurs génétiques, des facteurs familiaux et des facteurs environnementaux. Et en ce qui concerne ces derniers, la question des pesticides est très pertinente. Ici, dans la communauté de Tomé, nous avons eu 5 cas de malformation congénitale en moins de 2 ans. C'est une petite communauté d'environ 2500 habitants. Elle a donc une prévalence très élevée, bien supérieure à la prévalence des malformations congénitales au niveau national au Brésil. La question était donc de vérifier si c'était lié à l'exposition aux pesticides. Ada Pontes a fait des recherches sur l'exposition de ces familles aux pesticides avant la naissance de leurs enfants. Les résultats sont édifiants. Lucia travaillait dans une école, entourée par des champs, aspergés de pesticides. À chaque fois qu'un avion passait et pulvérisait les champs, nous, à l'intérieur de l'école, nous sentions la mauvaise odeur du produit. Et les enfants de la classe se plaignaient de mal de tête. Et puis, on a vu des cas où les gens avaient la peau irritée, des démangeaisons,
des éruptions cutanées et également de nombreux maux de tête et des nausées. Le mari de Lucia travaillait, lui, sur des pulvérisateurs. Pour vous donner une idée, il sentait le pourri. Lorsqu'il rentrait, il prenait une douche, se nettoyait avec beaucoup de savon. Mais même avec le parfum qu'il mettait pour masquer l'odeur des pesticides, je lui disais, ça sent le pourri. Ça sentait le poison sur sa peau, comme si du poison s'évaporait de la peau. Au bout d'un moment, il s'est senti vraiment mal. Il a commencé à avoir une inflammation du foie. Dieni, la mère de la petite Sofia, morte peu après sa naissance, s'est retrouvée sous une pluie de pesticides au tout début de sa grossesse, lors du survol d'un épandage aérien. Son mari, lui aussi fréquemment exposé, ne souhaite pas s'exprimer devant notre caméra. Les recherches d'Ada Pontes ne laissent aucun doute. Les pesticides sont bien la cause des tragédies vécues par ces familles. On retrouve des métabolites de dipyrétrinoïdes dans les urines de ces enfants, les pyrétrinoïdes étant une classe de pesticides. Des études récentes prouvent qu'une exposition chronique aux pyrétrinoïdes, même à faible dose, peut causer les problèmes de santé que nous avons identifiés ici, comme les malformations congénitales et la puberté précoce. Ce que je ressens au-delà de la révolte, c'est de la tristesse. Parfois, c'est de la colère. On ne peut et s'empêcher d'imaginer ce qu'aurait été notre vie si cela ne s'était pas produit, si les producteurs ne pensaient pas uniquement à leur puissance. Ce sont des gens qui ne vivent pas dans la communauté, qui n'ont pas d'enfants à l'école, qui n'ont pas de parents ici, qui ne visent qu'à s'enrichir pour tirer profit et prendre ce que leur offre notre terre. Et c'est tout. Parfois, le combat politique paye. Renato Roseno, député du Ceará, a fait voter en 2018 une loi prohibant la pulvérisation par avion dans tout l'État. Cette victoire a poussé les grands exploitants à la contre-attaque. La stratégie de l'agro-industrie consiste à renverser la loi devant la Cour suprême parce qu'elle ne veut pas que la même loi soit votée dans d'autres États. Il y a plusieurs autres parlements dans d'autres États qui discutent des mêmes lois qui sont très inspirées de ce que nous avons fait ici. Et si nous gagnons devant la Cour suprême, évidemment, cela encouragera les autres États à faire adopter les mêmes lois. Autre révolution, le député Roseno propose désormais d'en finir avec un scandale fiscal. Les pesticides ne font l'objet d'aucune taxe. Si vous allez à la pharmacie et achetez de l'aspirine, vous payez au moins 17% de taxes. Si vous achetez du glyphosate, vous ne payez aucune taxe. C'est tellement absurde, c'est honteux. C'est-à-dire que l'État encourage la production et la consommation de pesticides. Et il voudrait enfin, en bonne logique, que cessent les doubles pratiques de l'Union européenne. Pourquoi ce qui est interdit en Europe peut être utilisé ici? C'est de l'hypocrisie. Ce modèle néolibéral, cette division internationale de l'économie, a généré ce qu'on appelle ici des zones sacrificielles. Les endroits où on a délocalisé les activités les plus dangereuses. Et qui paie la facture? La santé publique. Il faut donc que l'Union européenne revoie ses normes commerciales et ne permette pas à ces transnationales d'exporter ici les pesticides qu'elles ne peuvent pas vendre là-bas.
Invitée à Bruxelles par des eurodéputés, la géographe brésilienne Larissa Bombardi a exhorté l'Union européenne à ouvrir les yeux. Bonjour. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être ici. Plus de 500 bébés sont empoisonnés aux agrotoxiques au Brésil, selon les chiffres officiels, et il est possible que cela représente plus de 25 000 bébés empoisonnés au cours de cette période. J'ai senti que les députés européens étaient sensibilisés. C'est complètement inhumain de vendre ailleurs des substances interdites chez soi. Nous, on vaudrait moins que les autres? La population au Brésil a moins de valeur? Environ 20% de la population intoxiquée au Brésil sont des enfants et des jeunes de 0 à 19 ans. Il y a même des bébés. Nous sommes face à une forme d'infanticide. Cela ne me pose aucun problème d'employer ce mot parce que c'est ce que montrent les données. Sa dénonciation internationale n'a pas du tout plu à l'agro-industrie brésilienne. Menacée, Larissa Bombardi a jugé prudent de quitter le Brésil. Chaque année, une cinquantaine de militants écologistes y sont assassinés. Larissa Bombardi vit désormais en Europe. À Bruxelles, les députés ont envoyé un courrier à la Commission européenne pour mettre fin à ce cercle d'empoisonnement. Mais pour moi, l'industrie chimique à l'heure actuelle, pour moi, c'est des criminels. Il faut le combat des députés européens pour dire « Attendez, là, il y a un truc qui ne va pas ». Et là, on est en train de se bagarrer pour que ni la fabrication, ni le stockage, ni l'exportation puissent être possibles à partir du moment où on interdit des molécules dues à leur toxicité. La Commission a bien mis noir sur blanc qu'elle reconnaissait qu'il y avait quand même là un sujet, une aberration, et qu'elle allait le prendre en compte et y répondre et aller vers une interdiction de la production et l'exportation de ces substances dangereuses. On en est encore loin, mais l'Union européenne a le pouvoir de changer la donne. L'interdiction d'importer des denrées alimentaires produites avec des pesticides interdits, c'est un puissant facteur de changement sur place. C'est-à-dire que quand les exportations de café ou d'orange vers l'Europe sont bloquées à la frontière parce qu'elles contiennent des résidus de substances interdites en Europe, là, ça peut provoquer un réel changement sur place vers des méthodes plus douces et plus sûres de production. Les députés européens et les ONG ont reçu le soutien du rapporteur sur les droits humains à l'ONU. Mais la Commission européenne tarde à proposer une loi. En France, depuis le début de l'année 2022, la loi Egalim interdit la production et l'exportation de ces pesticides. Mais les décrets d'application pourraient prévoir des exceptions. L'Assemblée nationale a adopté. En Allemagne, une motion similaire a été rejetée par les députés en mars 2021. Mais au royaume des pesticides, au Brésil même, le pire n'est plus certain. Le mouvement des paysans sans terre le prouve. Ce regroupement de petits paysans indépendants de l'agro-industrie est devenu l'un des plus grands producteurs au monde de riz biologique, donc sans aucun produit chimique. Jusqu'en 2001, j'ai travaillé avec ma famille à la culture du tabac et d'autres produits en agriculture conventionnelle. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. C'était en relation avec les pesticides ou les poisons que j'utilisais. Et cela m'a permis de changer pour une vie plus saine. Cela fait maintenant 18 ans que nous produisons du riz biologique certifié. Ce processus a commencé avec quelques familles et chaque année, il y en a de plus en plus qui nous rejoignent. À tel point que cette année, je suis allé chercher des investissements pour établir un partenariat avec un groupement gestionnaire, car nous sommes désormais plus de 200 familles impliquées dans la production de riz.
C'est une grande conquête. C'est une lutte guidée par l'idée de justice. C'est possible de nourrir la population brésilienne en suffisance, en assurant la sécurité et la souveraineté alimentaire, avec une nourriture de qualité, sans pesticides. C'est quelque chose qui représente une lumière à la fin du tunnel. C'est une expérience très excitante qui nous montre que c'est possible. Humblement, les sans-terre ont retrouvé le plaisir de travailler avec la nature, et non pas contre elle. Cela montre le chemin d'un autre avenir pour leur santé, leur pays et notre planète.